Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième live Twitch de la chaîne officielle de l'Institut de physique du Globe de Paris. Ces lives ont été réalisés dans le cadre du MOOC Notre Planète, qui était disponible sur la plateforme FunMOOC et présentait l'histoire géologique de notre planète. Ces lives ont permis réellement d'approfondir certains points exposés dans ce MOOC. Lors du premier live, nous étions partis dans l'espace, nous avions voyagé au gré des différentes missions spatiales et discuté du pourquoi et du comment les scientifiques rapportaient des échantillons de notre système solaire sur notre planète. Lors du deuxième live, nous sommes revenus sur notre belle planète bleue et nous avions plongé au fond des océans pour y découvrir la vie dans les abysses. Et comment la vie était apparue sur notre planète. Aujourd'hui, nous allons rester dans cet environnement, les abysses, pour discuter d'un autre phénomène mystérieux, cette fois un phénomène géologique, le volcanisme sous-marin. Le volcanisme sous-marin est la plus grosse partie du volcanisme sur Terre, et donc nous allons nous concentrer sur uniquement l'activité volcanique observée à l'est de Mayotte depuis mai 2018. Avant de commencer notre discussion sur cette activité sous-marine, je voudrais présenter l'équipe et les intervenants de ce live. Toute l'équipe du MOOC est pour la première fois réunie dans la même pièce pour ce live, avec évidemment Alexandre Fournier, professeur à l'IPGP et porteur du projet MOOC. Oui, bonjour à toutes et tous. Qui aujourd'hui va s'occuper de la modération. Oui, on va essayer. Oui. Mais également Pierre-Olivier Foucault, qui est à la technique et qui est membre de l'équipe communication de l'IPGP. Et il ne faut pas oublier Louise Levaguerès, qui aujourd'hui sera intervenante. Bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, moi, Nathan Assé, qui va assurer l'animation de cette table ronde. Je voudrais aussi remercier Laetitia Mas, qui est aussi à la technique aujourd'hui et qui fait partie de l'équipe communication du PGP, et Adrien Soretti, qui ce matin, au pied levé, a décidé de nous rejoindre pour nous aider à la modération de ce live. Et il est doctorant à l'IPGP. Bonjour. Je dois un peu vous prévenir qu'il y a eu quelques petits changements pour ce live par rapport à ce qui avait été annoncé en ligne. Une de nos intervenantes a eu un empêchement de dernière minute qui a un peu chamboulé tout notre plateau, ce qui m'a propulsé à la position d'animateur. Par conséquent, pour ce troisième live, nos intervenantes sont Valentine Puzena, doctorante en géosciences marines à l'IPGP. Elle va se présenter. Alors oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je suis en train de terminer ma thèse en géosciences marines à l'IPGP. Je me spécialise en volcanologie sous-marine. Donc, ça veut dire que je vais étudier la morphologie fine des coulées de lave pour mieux comprendre la dynamique des éruptions sous-marines qui constituent les grands volcans sous-marins qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mes recherches actuelles dans le cadre de ma thèse visent à améliorer notre compréhension de la grande éruption sous-marine qui a eu lieu au large de Mayotte entre 2018 et 2020. Et pour ça, j'utilise une combinaison de données multi-échelles haute résolution qu'on aura l'occasion d'apercevoir un petit peu tout à l'heure. Et notre deuxième intervenante est Louise Levaguerès, qui est docteure en sciences de la Terre et de l'environnement à l'IPGP. Je lui laisse... Bonjour, j'ai récemment soutenu ma thèse à l'IPGP en avril dernier, et dans le cadre de ce travail de thèse, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur Mayotte, sur la question du partage des savoirs scientifiques aux populations en contexte de gestion des risques. Donc il s'agissait justement d'étudier un peu comment les populations sur place, et notamment les élèves et les enseignants, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le milieu scolaire, ont reçu et se sont appropriés l'information scientifique qui a été communiquée sur l'activité sismo-volcanique qui a démarré à Mayotte en mai 2018 et qui était historiquement inédite sur le territoire. Et pour conclure un peu ce tour de la table, je m'appelle Nathan Assé, je serai votre animateur aujourd'hui. Je suis également docteur en sciences de la Terre et de l'environnement. J'ai fait mon doctorat ici à l'IPGP. Toutefois, mes sujets de recherche sont totalement différents de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je travaille sur la formation du système solaire et sur la condensation d'objets durant des événements à très haute énergie, comme des impacts de météorites ou des explosions thermonucléaires. Je suis toutefois un passionné de volcanologie et un géologue de formation, donc je serai là principalement pour animer et peut-être poser une ou deux questions intéressantes. Juste pour rappeler un peu la structure de ce live, on va commencer
en parlant tout d'abord de l'activité volcanique elle-même, quelles sont les caractéristiques et comment elle a été découverte, alors qu'elle est sous-marine. Nous discuterons ensuite de comment elle a été ressentie par les populations sur place, et nous terminerons enfin par discuter de l'importance de continuer à étudier l'activité volcanique autour de Mayotte. Un petit rappel avant de terminer, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, évidemment, pour être au courant des prochains lives, des prochaines vidéos autour des sciences de la Terre. J'ai parlé au tout début des précédents live Twitch et ils ont été postés sur la chaîne YouTube de l'IPGP si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Et évidemment, n'hésitez pas à bombarder le chat de questions. Nos intervenantes seront ravies de répondre à un maximum d'entre elles. Allez, c'est parti. Si mes souvenirs sont exacts, avant 2018, Mayotte n'était pas connue comme étant une zone volcanique active. Cependant, l'éruption qui s'est produite à l'est de l'île cette année-là était extrêmement importante. Elle est aujourd'hui connue comme la deuxième plus grosse éruption observée en termes de lave émise depuis l'éruption du Laki en Islande en 1783. Merci. Comment s'est manifestée cette activité? Qu'est-ce qui a attiré l'attention de la communauté scientifique sur cette zone? C'est d'abord manifesté par une activité sismique, en fait, qui a été ressentie pour la première fois à Mayotte le 10 mai 2018 et qui était assez caractéristique parce que il y a eu de nombreux séismes, à peu près 1 millier de séismes ont été enregistrés par le BRGM sur place le premier mois et des dizaines ont été ressentis sur place. Donc il y avait une fréquence quand même sismique assez importante, avec des magnitudes qui jusque-là n'avaient pas été enregistrées sur le territoire, allant jusqu'à magnitude de 5,9 le 15 mai. Sachant que le séisme le plus important qui avait été enregistré dans la zone, c'était un 5.2 en 1992 ou 93, je sais plus. Donc il y a eu d'abord cette première activité qui a interrogé, qui a attiré l'attention sur le fait qu'il se passait quelque chose, géologiquement parlant, dans la région, qui a beaucoup interrogé parce que inédite sur le territoire. Et il y a eu aussi beaucoup de réactions de la part des populations qui ont vécu plusieurs séismes par jour pendant plusieurs mois. Et finalement, ce ressenti a conduit le député local à faire une intervention à l'Assemblée nationale dès juin pour attirer l'attention au niveau national sur ce qui était ressenti sur le territoire et demander des moyens pour pouvoir étudier un peu plus cette activité et l'expliquer. Donc ça a été le premier phénomène qui a commencé à attirer l'attention de la communauté scientifique sur la région. Un peu plus tard, on a aussi eu des données de déformation qui ont commencé. Alors je crois que les premières mesures ont été faites en septembre par l'IGN. On a remarqué que les stations GPS n'étaient pas, enfin que les paramètres posaient problème en fait, et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait un déplacement de l'ensemble des stations GPS qui existaient sur l'île vers l'est et vers le bas. Et ce déplacement est arrivé jusqu'à une vingtaine de centimètres vers l'est en quelques mois et une quinzaine de centimètres vers le bas. Et d'autres phénomènes aussi ont été relayés par les médias, donc par exemple l'observation de poissons des profondeurs qui sont remontés morts à la surface par des pêcheurs locaux. Donc tout ça a amené du coup à développer un peu cette hypothèse d'une activité volcanique sous-marine à proximité de l'île, qui pourrait expliquer donc à la fois les séismes, la déformation observée et ces émissions l'apparition de ces poissons des profondeurs. Et qui a mené du coup d'une part à la mobilisation d'une mission d'appui à la sécurité civile sur place, donc dès juin, et d'autre part au développement d'un réseau instrumental et de missions pour essayer d'aller voir sur place un peu ce qui se passait. Je te laisse peut-être développer un peu sur les missions. Sur le côté océanographique. Sur le côté océanographique, ouais. Ouais. Alors, la première mission océanographique, elle a été menée en février 2019, à bord du navire océanographique Ilang. Donc, l'objectif de la mission, c'était de mieux comprendre les essaims sismiques qu'on détectait depuis mai 2018 et de mieux les localiser. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé des sismomètres fond de mer
qu'on appelle OBS, qui sont en fait des capteurs sismiques qu'on va laisser tomber au fond des océans pour enregistrer les secousses pendant le temps de déploiement au fond. En mai 2019, c'est du coup la deuxième mission océanographique, c'est la mission MAIOPS 1 qui a été menée au large de Mayotte à bord du Marion Dufresne. Et là, les objectifs principaux étaient donc de récupérer ces sismomètres qu'on avait déployés en février pour pouvoir récupérer les données et les analyser tout de suite pendant la mission en mer. Et donc là, ce qui a été vu, c'est que la sismicité était très profonde et qu'elle était localisée à l'est de l'île de Petite-Terre, donc à l'est de Mayotte. Ensuite, il a fallu donc redéployer ces sismomètres. Et puis, un autre gros objectif de cette mission, ça a été d'acquérir des données géophysiques pour imager les fonds marins, notamment de la bathymétrie. Alors, la bathymétrie, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique en fait d'échographie des fonds marins, un petit peu on peut le comparer comme ça. Donc pour ça, on va utiliser un sondeur multifaisceau qui est placé sous la coque du navire et on va envoyer à partir de ce sondeur multifaisceau une onde acoustique, une onde sonore dont on connaît la vitesse de propagation dans l'eau et on va mesurer le temps que cette onde met à revenir jusqu'au sondeur et comme ça on pourra en déduire la profondeur. Donc tout ça, ça nous a mené, en tout cas les scientifiques de la campagne MAIOPS 1 à imager le fond et donc voilà la première image du volcan sous-marin. Tu peux la montrer, la Dani. Hop, Bien. go. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va visualiser la topographie du fond marin. Donc là, ce qu'on voit, c'est une coupe topographique, donc qui nous montre en fait le fond. Hein, ça va être ce réflecteur ici rouge. Et donc ce qu'on voit au fond de l'eau, c'est qu'on a un nouveau relief sous-marin de 800 mètres de haut qui est apparu dans une zone où il n'était pas avant. Et on a aussi la détection d'un panache acoustique d'environ 2 km de hauteur, alors qu'il n'arrivait pas jusqu'à la surface de l'océan, mais qui était quand même bien présent. Ça a été vraiment un gros facteur dans la découverte de ce volcan. On peut peut-être préciser qu'on est à 3,5 km de fond, là, du coup, sous le niveau de la mer. Donc vraiment très très profond sur la plaine abyssale, quoi. Et du coup, tant qu'on est dans la présentation du volcan, il y a une question dans le chat. Est-ce que ce volcanisme correspond à une zone de subduction ? Alors, je vais répondre. C'est pas une zone de subduction qu'on a dans la zone. Maintenant, c'est un contexte géodynamique qui est très complexe et qui était pas encore bien connu, qui est toujours pas bien connu d'ailleurs en ce moment. Hein. Il y a plusieurs hypothèses, le point chaud qui est mieux précédemment. Connu maintenant, suite à l'apparition de cette activité et à toutes les recherches qui ont été faites sur le sujet depuis. Mais en gros, à l'époque, on ne savait pas exactement quel était le contexte géodynamique dans la zone de l'archipel des Comores. Donc, pour rappel, on est entre la côte du Mozambique, la côte est du Mozambique, et Madagascar, au nord du canal du Mozambique, en fait. Et donc, c'est une zone qui, avant 2018, était considérée par certains comme une zone de point chaud, comme ce qu'on peut avoir au niveau de l'archipel d'Hawaï, par exemple, avec une remontée ponctuelle de magma qui se fait régulièrement au cours des temps géologiques et qui vient percer du coup la croûte terrestre, qui elle va se déplacer au gré de la dynamique des plaques tectoniques. Et pour d'autres personnes, c'était plutôt une zone de déformation diffuse de la croûte terrestre. Et finalement, l'apparition de cette activité au niveau de Mayotte, alors que si on considère le modèle du point chaud, normalement Mayotte est l'île de l'archipel qui est la plus ancienne, et la Grande Comore qui est tout à fait à l'ouest serait la plus récente. En fait, elle est venue déjà totalement bouleverser cette hypothèse, enfin remettre en question totalement cette hypothèse, et puis apporter de nouvelles interrogations sur est-ce qu'on est vraiment dans une zone de déformation diffuse, est-ce qu'il y a autre chose qui est en train de se produire dans la région, etc. Donc l'hypothèse qui est considérée actuellement, c'est qu'on est sur une zone donc de frontières de microplaques tectoniques. Donc on n'aurait pas une frontière vraiment marquée entre deux grosses plaques tectoniques qui seraient la plaque nubienne dans la région et la plaque somalienne à l'est, mais des morceaux de ces plaques qui forment une entité en soi. Donc je crois qu'il y en a 3 qui ont été à peu près identifiés dans la région. Il y a Victoria qui est au niveau du Mozambique.
Rovuma, et une autre microplaque qui s'appelle Luandel et qui aurait sa frontière nord justement au niveau de l'archipel des Comores. Donc ça, c'est l'hypothèse qui est considérée actuellement. Il y a encore en cours d'études, de vérification. Donc voilà. Donc on n'est pas dans un contexte de subduction. On n'est pas du tout dans un contexte de subduction. La subduction, c'est vraiment une zone de convergence de deux plaques tectoniques avec une qui passe sous l'autre. Là, on est plutôt dans un contexte divergent. Potentiellement aussi avec du cisaillement entre les deux, hein, donc pas un écartement au premier ordre des plaques, mais vraiment deux plaques qui coulissent aussi l'une contre l'autre. Mais c'est encore quelque chose qui est en cours de confirmation et sur lequel il y a beaucoup de recherches et beaucoup de découvertes à venir dans les prochaines années, voire les prochains mois d'ailleurs. Juste pour rebondir un tout petit peu, un exemple de plaque en cisaillement, ce serait la faille de San Andreas en Californie. Par exemple, oui. Merci beaucoup. Et une deuxième question, du coup, plus technique. Est-ce que l'on peut utiliser l'imagerie bathymétrique pour estimer le volume de gaz s'échappant? Alors la bathymétrie, ça va vraiment être la mesure de la profondeur, donc vraiment le fond marin, le fond solide. Pour le volume de gaz, je suis pas sûre d'avoir une technique là comme ça qui me vient à l'esprit pour mesurer le volume exact des panaches. C'est compliqué parce qu'il faut mesurer le flux du gaz et sur un temps suffisamment long, et il faut pas que ce flux soit modifié dans le temps aussi pour pouvoir faire une estimation du volume. Mais en plus, qu'on regarde, il me semble, sur la bathymétrie multifaisceau, c'est vraiment la perturbation du milieu. Donc en fait, on n'a même pas le panache qu'on voit sur l'image, c'est même pas la quantité de gaz qui est émise, c'est juste la zone d'eau qui est perturbée par une modification de la composition chimique et la température éventuellement. Donc c'est pas une technique qui est adaptée du tout pour cette mesure-là. Et la profondeur du volcan? Donc la base est à 3500 mètres de profondeur et c'est un volcan qui fait 800 mètres de haut. Voilà, et puis une base de diamètre d'environ 4-5 km. Beau volcan. Je vous remercie. Et donc, oui, suite à la découverte... Moi, j'ai une question, peut-être. Oui. Tu as parlé de nouvel édifice volcanique en montrant l'échographie, mais qu'est-ce qui nous dit que cet édifice-là, il n'était pas déjà présent avant 2018? Eh ben, tu amènes la prochaine figure qui sera montrée. Donc, suite à la découverte du volcan, il y a un réseau de surveillance qui a été mis en place. Donc, c'est le REVOSIMA, le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, pour assurer une surveillance continue du phénomène volcanique et sismique. Donc, à la suite de cette découverte du volcan, on a plusieurs campagnes océanographiques successives qui ont été menées dans le but d'acquérir des données géologiques et géophysiques complémentaires. Donc ici, on va s'intéresser vraiment aux relevés bathymétriques successifs, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été effectués. Donc à chaque fois qu'on revenait pour une mission dans la zone, en fait, on refaisait le même tracé pour obtenir la carte des fonds marins. Et donc ça nous permet de localiser vraiment précisément l'emplacement des nouvelles coulées de lave, de décrire leur évolution spatiale, mais aussi temporelle, observer un petit peu la propagation de la lave. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire d'habitude en domaine sous-marin. On n'a pas la chance d'assister à la naissance d'un volcan. Donc comment est-ce qu'on a découvert ce volcan? Eh ben, dans la zone, on a la chance d'avoir un relevé bathymétrique qui a été fait en 2014 par le CHOM, donc le service hydrographique et océanographique de la marine. Donc comment est-ce qu'on fait une carte de bathymétrie? En fait, on va venir compiler les échogrammes qu'on a montré juste avant pour créer en fait ce qu'on appelle une carte bathymétrique. Donc sur ces cartes, en bleu, on va avoir les zones plus profondes. Donc ça va dépendre de la palette de couleurs, hein, mais ici c'est le cas. En bleu, on a les zones plus profondes, et puis en rouge, on va avoir les zones un petit peu moins profondes. Donc ici à gauche, l'encart A, ça va être la bathymétrie qui a été acquise en 2014. Et au milieu, vous avez le premier relevé de bathymétrie qui a été réalisé au cours de la campagne MAIOPS 1 en 2019, hein, donc, que j'ai mentionné juste avant. Donc c'est la même localisation, la même emprise géographique. Et ce qu'on voit clairement en comparant les deux cartes, c'est qu'on a au centre de la carte l'apparition d'un nouveau relief sous-marin. C'est le nouveau volcan.
Tu peux peut-être nous donner les valeurs, enfin, ce qui correspond aux couleurs qu'on voit sur les cartes, qu'on ait une petite idée de la profondeur du fond, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Alors, les zones violettes, c'est 3500 mètres de profondeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, la base est à 3500 mètres de profondeur. Et en rouge, du coup, ça va être 2500 mètres de profondeur. Et donc, on voit que le sommet est à peu près dans ces gammes de profondeur là. À droite, on va avoir un autre type de carte. Là, en fait, ça va être la différence entre les deux cartes déjà réalisées, ce qui nous donne le différentiel bathymétrique. Et donc là, ce qu'on voit apparaître, ça va être l'épaisseur des coulées de lave. Donc on voit effectivement que au point le plus haut du volcan, on va être sur une épaisseur de lave de 800 mètres. 800 mètres, c'est 3 fois la hauteur de la Tour Eiffel à Paris, 1,5 fois la hauteur du Mont Chungi à Mayotte. Donc c'est quand même assez conséquent. Important, ouais. C'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte des échelles en domaine sous-marin parce qu'on a rarement l'occasion d'aller, n'est-ce pas, en rando au fond des océans, mais on perd un peu la notion des échelles en géosciences marines. Voilà. Alors, si on parle, tout à l'heure, on parlait de volume, des volumes de gaz, ça, on ne peut pas l'obtenir. Par contre, le volume des nouvelles coulées, au moment de la découverte du volcan, donc on était à 5 km3 de nouvelles coulées de lave. Ouais. Maintenant, on est plutôt autour de 6,5 km3 parce que voilà, il y a eu différents relevés, comme je l'ai dit juste avant. Ici, on montre pas tous les différentiels, voilà, par faute de temps. Mais voilà, 6,5 km3, comme l'a dit Nathan, c'est en fait la plus grosse éruption sous-marine jamais documentée jusqu'à présent, et c'est aussi la deuxième plus grosse éruption depuis l'éruption du Laki en 1783. Donc, Et du coup, potentiellement, on pourrait s'attendre à l'émergence du Nil avec de tels volumes de lave. Alors, pas tout de suite. À l'échelle des temps géologiques, ça, il faudrait remonter au processus de formation des îles volcaniques. Pour l'instant, on n'est pas... Il faut peut-être déjà préciser que l'éruption n'est plus en cours. Depuis, il n'y a plus de lave, en tout cas, depuis 2020. Donc la croissance de cet édifice, a priori, a stoppé depuis 2020. Et même si elle reprenait et qu'elle était encore assez importante, il faudrait peut-être plusieurs centaines, voire millions d'années avant qu'il y ait un volume suffisant pour pouvoir arriver à émerger. On est quand même à 3,5 km de fond. Et plus toute la pression en eau, ça fait du volume, quoi. Voilà. Donc c'est pas encore au programme. Si on veut relocaliser un petit peu les choses maintenant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore localisé ce nouveau volcan. Donc ce nouveau volcan, il est situé à l'est de l'île de Mayotte, donc on a Grande Terre et Petite Terre, et donc il est situé par 3500 mètres de profondeur, à l'extrémité est d'une chaîne volcanique sous-marine qui est constituée, comme on peut le voir ici, de nombreux édifices. Donc on va avoir des rides, des petits cônes, et ici on a notre nouveau volcan. Voilà. Très bien. Vous nous avez très très bien représenté l'édifice volcanique de Mayotte et un peu toutes les observations et la crise sismique qu'il y a eu. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir une certaine chronologie de l'éruption qu'il y a eu en 2018? Oui. Alors maintenant, peut-être que ce volcan, on peut le nommer. Hein. Il s'appelle Fani Maoré. Alors Fani Maoré, comme Louise l'a dit juste avant. Fani Maoré, donc sur la signification du nom. Alors le nom Fani Maoré lui-même, en fait, c'est un composé entre un terme Shimaoré et un terme Kibushi. Donc Maoré, c'est l'île de Mayotte. En Shimaoré, ce sont les deux principales langues locales à Mayotte. Et en Kibushi, Fani, c'est le chef. Ouais, juste petite précision sur l'étymologie du nom. Merci. Donc Fani Maoré, tu l'as dit Louise juste avant, à l'heure actuelle, voilà, on n'a plus de coulée de lave
en cours. Donc le volcan il a une forme figée finalement pour l'instant. Donc on n'a plus de différentiel bathymétrique, en fait les cartes que j'ai montrées juste avant, on n'a plus de différentiel bathymétrique observé depuis janvier 2021, qui est donc la date de la mission océanographique qui n'a pas permis d'observer de différence entre la carte acquise à ce moment-là et la carte acquise précédemment. Et donc il n'y a pas eu d'autres relevés depuis 2021 ? Il y a des campagnes océanographiques qui sont menées régulièrement. Et voilà, la bathymétrie, en fait, c'est finalement c'est une partie très très importante de ce qu'on fait en géosciences marines, parce que sinon, voilà, travailler à l'aveugle, ça complique les choses. Et du coup, on voit pas de différence actuellement sur les cartes qui sont faites d'une campagne à l'autre. Okay. Exactement, oui, c'est ça. Il n'y a plus de différence entre les cartes bathymétriques pré-2000. Alors, attendez. Il n'y a plus de différentiel bathymétrique observé depuis fin 2020, à peu près. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on date la fin de la mise en place des coulées de lave à décembre 2020. Voilà. Si on parle un petit peu peut-être éventuellement de la morphologie de l'édifice, là maintenant tu m'as parlé de la chronologie. La morphologie, donc on a un volcan, je vais reprendre ma petite carte de bathymétrie. On a un volcan qui a une forme en étoile. Donc on le voit ici avec des rides qui partent du sommet de ce volcan. Donc le sommet est ici, c'est la zone la moins profonde. Et donc on va avoir des rides qui sont plutôt lisses, et puis après on va avoir des rides qui vont être plutôt ce qu'on appelle en hummock volcanique, donc c'est des morphologies qui sont un petit peu plus rugueuses. Puis on va aussi avoir qui sont un peu moins visibles parce que du coup moins épaisses, mais on le voit bien sur le différentiel, on va avoir des coulées qui vont être un petit peu plus plates et qui vont être plus proches des morphologies terrestres. Ça voilà, c'est la morphologie actuelle de Fanny Maoré. Et si on se rapproche un peu plus du volcan, est-ce qu'on voit des structures assez particulières, ou c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les édifices sous-marins? Alors voilà, c'est vrai que la bathymétrie bateau, c'est la première étape. Maintenant, une fois qu'on a identifié les objets, et là, ce qui est le cas, on a besoin d'avoir des observations au plus près du volcan. Pour mieux comprendre les processus. Donc ça va nécessiter en fait le déploiement de véhicules sous-marins. Dans la flotte océanographique française, on a 3 types de véhicules sous-marins différents. On va avoir des sous-marins qui sont habités, donc le sous-marin Nautil, où là les scientifiques vont descendre au fond. On va avoir des véhicules sous-marins qui sont téléopérés, donc là ça va être piloté depuis le bateau, ce qu'on appelle un ROV. Je vais utiliser ce mot un petit peu peut-être, alors je préfère le définir maintenant. Et puis on va avoir aussi des véhicules sous-marins autonomes qui là pareil vont être déployés et après qui vont faire leur relevé de manière autonome. Dans le cadre des données que j'utilise pour ma thèse par exemple, on utilise des données d'un sous-marin téléopéré qui s'appelle Victor 6000, qui est opéré par l'Ifremer et qui a été déployé au cours de la mission Géoflamme, donc au printemps 2021. Donc voilà, en fait les données que j'utilise dans le cadre de ma thèse, si on détaille un petit peu, ça va être vraiment une combinaison de données multi-échelles. Donc en partant de la bathymétrie bateau, qui va avoir une résolution de 30 mètres à peu près, à ça on ajoute de la bathymétrie haute résolution, qui elle va être acquise plus près du fond, donc qui va permettre une meilleure résolution de la carte, entre 1 et 2 mètres, ce qu'on appelle de la microbathymétrie. Et puis après, la vérité terrain, donc là, ça va être l'imagerie optique, l'imagerie visuelle des fonds marins qu'on obtient avec les caméras qui sont positionnées sur les différents véhicules. Et ça, du coup, ça permet l'observation directe des morphologies, comme si on y était. C'est pas le cas, mais ça nous permet de le voir en direct depuis le bateau. Avec ces images, voilà, donc on a la vérité de terrain. Maintenant, il y a une image que j'aime bien, une analogie que j'aime bien faire en géosciences marines. Quand on est dans le sous-marin, quand on regarde les images du ROV, c'est vrai qu'on a un tout petit encart visuel. Je l'imagine un peu comme si on se promenait à la montagne la nuit avec une lampe torche. C'est super, on se promène sur la montagne, mais on comprend pas bien l'agencement des objets les uns par rapport aux autres. Et donc ça, on a le développement de nouvelles technologies qui permet de venir pallier un petit peu à ça. Notamment, en utilisant toutes ces images sous-marines, on peut faire des reconstructions en 3D des pentes des objets sous-marins au global.
Et donc, alors en l'occurrence, on va vous présenter un petit modèle 3D, une reconstruction 3D qu'on a réalisée à partir de données de la mission Géoflamme en 2021. Donc là, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est comme un puzzle de toutes les images qu'on va venir plaquer sur la topographie du fond pour avoir un modèle très très haute résolution. Donc là, ce qu'on voit, en fait, ça va être une des pentes du volcan Fani Maore où on va avoir apparaître des morphologies qui sont très typiques et très particulières des fonds marins. C'est ce qu'on appelle les laves en coussin ou pilolava en anglais. Voilà, on va pas rentrer dans le détail de toutes les morphologies qu'on a au fond, mais ça c'est vraiment une morphologie qui est pointée peut-être sur l'image. Bien sûr, ouais. C'est une morphologie qui est caractéristique des milieux sous-marins parce qu'on a une pression et une température qui est particulière. Donc voilà, vous les voyez ici les pilolava. Encore le modèle 3D, ouais. Donc c'est quelle est l'échelle de ce que tu nous montres là? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échelle. Merci de me le faire remarquer. Oui. On est, alors là ici, l'échelle de mon index, ce serait à peu près 5 mètres. Donc on a des laves en coussin qui font à peu près entre 1 et 2 mètres de diamètre. Alors comment est-ce qu'on forme en fait ces laves en coussin? C'est pilo, c'est vrai que c'est le raccourci un petit peu. Simplement en fait on va avoir la lave donc qui est entre 1000 et 1200 degrés au fond de l'eau, qui est directement mise en contact avec l'eau de mer qui est entre 2 et 4 degrés Celsius. Donc on va avoir un refroidissement immédiat de la lave au moment où elle sort. Et donc ça va créer une espèce de carapace un petit peu solide. Là c'est un exemple, un petit exemple de pilolava. Et donc en fait cette croûte va être tout de suite mise en contact avec l'eau de mer, elle va solidifier et l'intérieur du pilolava va continuer à se mettre en place. Et ça va faire l'analogie qu'on peut utiliser, c'est comme un ballon de baudruche, quoi. On va continuer à gonfler ce coussin par l'intérieur. Donc ça, on a vraiment la partie supérieure, on voit la particule, la couverture, la pellicule de verre ici. Donc c'est vraiment le contact entre l'eau de mer et la lave va être tellement brutal et soudain. Exactement, oui. On va avoir la formation de verre volcanique. Donc on voit bien ici. On voit la petite pellicule. Et cet échantillon, du coup, il a été récupéré au large de Mayotte? Celui-là, oui, il a été récupéré au large de Mayotte. Alors ici, on a d'autres échantillons de pilots. Alors on a celui-ci, hop, qui est un peu plus lourd, un peu plus gros, mais qui est pas mal parce qu'on voit en fait la tranche du pilot ici sur le dessous. Donc ça c'est un échantillon qu'on a scié pour avoir une coupe bien nette. Et puis là en fait on voit bien le dessus, donc on peut imaginer un petit peu lourd, mais on peut l'imaginer en fait si j'ai le fond de l'océan, c'est mon bras, et en fait il vient pousser comme ça, et comme il est comprimé de tous les côtés par l'eau de mer, en fait il va avoir cette forme un petit peu en ballon de baudruche, ce qu'on appelle bulbeux. Sur le modèle que j'ai montré juste avant, on a aussi des pilots qui vont être un peu plus allongés, ce qu'on appelle des lavins, des elongated pilolava. Et donc là, c'est un peu comme du dentifrice finalement sur lequel on va appuyer, ça va être contraint de tous les côtés. On va aussi avoir sur le modèle des pilots qui vont se crever en fait et puis qui vont se vider partiellement, ce qui va donner ces petites cascades de lave figées. Et puis alors là, si on montre un dernier échantillon, merci Nathan, celui-là il est super lourd. On va avoir en fait une croûte de coulée de lave sous-marine, donc le toit de la coulée est de l'autre côté. Merci. Donc là c'est le toit de la coulée, c'est ce qui est en contact avec l'eau de mer, et en fait à l'intérieur, donc là c'est solidifié. Et puis à l'intérieur, on va avoir la lave qui va continuer à s'écouler à l'intérieur de la coulée, et en fait on va avoir ce toit qui reste solidifié, mais qui va quand même produire des petites gouttelettes de lave comme ça. C'est ce qu'on voit en fait, des petits stalagmites, stalactites qui tombent de lave à l'intérieur du toit de la coulée. Voilà pour quelques objets. Merci. C'était gentil. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je fais dans le cadre de mon travail de thèse. Donc je vais étudier les morphologies à différentes échelles pour apporter des éléments pour mieux comprendre la formation de ce volcan sous-marin, entre autres. Donc ça c'est une pièce du puzzle, mais cette pièce de puzzle va être intégrée à plus large échelle
à la compréhension des phénomènes naturels qui sont associés à la mise en place du volcan sous-marin Fanny Maoré, parce que voilà, comme on l'a dit, même si les coulées de lave à l'heure actuelle on n'en observe plus, le volcan il a une forme figée, on a quand même une activité qui persiste parce qu'on a une sismicité résiduelle, bien plus faible qu'au début de l'éruption, et puis on observe aussi toujours des émissions de fluide sur les pentes à l'est de l'île de Mayotte. Donc voilà, un gros enjeu aussi, ça va être de comprendre les processus chimiques et biologiques qui vont être associés à cet édifice exceptionnel. Une question, les foyers de sismicité qu'on observe encore aujourd'hui, là, ils sont toujours au niveau, géographiquement, ils sont toujours placés au niveau du Fanny Maoré? Ils sont un peu plus proches de l'île, en fait. La zone qui était sismiquement active pendant l'éruption était relativement large. Elle a migré aussi en fonction du temps. Et actuellement, la sismicité qu'on enregistre, elle est plutôt environ à 5 km des côtes, sous cette structure que les collègues nomment le fer à cheval du fait de sa forme, en fait, tout simplement, en forme de fer à cheval. Et donc c'est plutôt là qu'on enregistre la sismicité actuellement, mais qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Elle est très rarement ressentie sur l'île. Donc des événements de magnitude... on les ressent à peine. Inférieur à 2,5, de temps en temps, il y a un 4, 4.3, etc. Je crois que le dernier, c'était à 4.3, le dernier qui a été ressenti. Mais voilà, mais en moyenne, il y en a un qui est ressenti tous les 6 mois, je crois, depuis quelques années. D'accord. Alors, tu as utilisé le terme de fluide pour fluide hydrothermal. Peut-être tu peux le définir, parce que dans le chat, on se pose des questions sur ce terme de fluide. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais, alors au niveau des volcans sous-marins, quand on va avoir des zones plus chaudes, en fait, on va avoir la mise en place de fluides qui vont être réchauffés et donc qui vont remonter par convection à travers la croûte. Donc c'est ce qu'on voyait par exemple au niveau du panache acoustique qu'on a montré tout à l'heure sur l'échogramme au moment de la découverte de Fanny Maoré. Au niveau de la zone du fer à cheval, c'est des émissions de fluides qui, elles, sont discrètes et puis localisées. On va avoir du CO2, du méthane. Voilà, donc ça va être... Ces fluides, c'est pas forcément des magmas, ça peut être aussi juste de l'eau mélangée avec... Exactement. Ouais, exactement. Je crois que c'est principalement du gaz, en fait. Comment est-ce qu'on a échantillonné ces fluides? Comment on sait leur composition? Est-ce qu'on sait leur composition? Alors oui, on sait leur composition, donc pour le coup, nous on travaille pas du tout là-dessus, que ce soit Valentine ou moi. Il y a des géochimistes qui travaillent sur la question. Donc il me semble que c'est principalement du CO2. Après dans les détails, je peux pas être plus précise. Et comment est-ce qu'on l'étudie? On peut envoyer par exemple un ROV avec des capteurs. Il y a des sous-marins autonomes qu'on appelle des gliders qui circulent aussi dans la zone. Donc il y a plein de techniques différentes, mais c'est vraiment pas notre spécialité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non, tout est bon. Donc, on a vu le Fanny Maoré à travers le point de vue géologique. On a vu l'édifice, on a vu sa morphologie, mais c'est aussi un édifice volcanique à proximité de population. L'activité de ce volcan s'est d'abord manifestée par l'effet sismique que vous avez discuté et présenté au tout début, Louise, si je me souviens bien. Il s'est passé un certain temps avant que on découvre qu'il y avait un volcan. Et donc, la question est comment ça s'est passé du point de vue des populations sur l'île? Du point de vue des populations, ça a été une période assez bouleversante. En tout cas, c'est ce qui ressort du témoignage des personnes qu'on a pu interroger sur place et des enfants notamment avec qui on a travaillé. Dans le sens où c'est une activité qui n'était pas importante, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des fissures sur les bâtiments, il y a quand même quelques bâtiments publics qui ont été fermés par précaution, il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu de morts, il y a eu quelques blessés, mais principalement des personnes qui ont essayé de fuir, qui ont été déstabilisées par la secousse, qui sont tombées dans un escalier par exemple, ou que sais-je. Juste pour t'interrompre 5 secondes, est-ce que les écoles étaient maintenues ouvertes durant la crise sismique ou La plupart, oui. Certaines écoles primaires ont été brièvement fermées pour pouvoir renforcer les bâtiments
parce que principe de précaution et qu'il y a quand même des fissures assez importantes qui sont apparues sur certains bâtiments scolaires. Et donc il y a eu aussi l'installation d'été dans certains bâtiments scolaires pour soutenir les plafonds, mais une grosse partie des écoles ont quand même continué à fonctionner pendant cette période. Alors, je dis fonctionner, mais c'était quand même compliqué au quotidien. Donc il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves et d'enseignants qui nous ont raconté que en fait les cours étaient sans arrêt interrompus par des secousses. Donc il y a une grosse perturbation, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas pu finir leur programme scolaire par exemple, il y avait beaucoup de questions aussi sur ce qui était en train de se passer, donc certains ont pris le temps justement d'installer des temps de parole avec les élèves pour essayer de tamponner un petit peu tout ça. Donc il faut se rappeler, comme je disais précédemment, que c'était une activité qui était nouvelle pour le territoire, il n'y avait pas de mémoire de la société à Mayotte d'une activité volcanique ou sismique importante sur le territoire. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau qui était inexpliqué, qui était extrêmement perturbante, parce que vous imaginez bien que quand vous ressentez des secousses tous les jours, ça vous réveille la nuit, vous travaillez, vous étudiez, vous êtes obligé d'évacuer sans arrêt, enfin c'est quand même très perturbant pour le quotidien. Il y avait aussi des regroupements qui ont été observés, notamment de nuit, sur les places ou devant les mosquées par exemple, ou sur les stades, de personnes qui préféraient dormir dehors plutôt que de risquer de se retrouver prisonniers de leur bâtiment en cas d'effondrement à cause d'une secousse en fait. Donc le quotidien a quand même été perturbé. Le moral aussi des personnes a été perturbé, le fait d'être fatigué parce qu'on est sans arrêt réveillé, d'avoir beaucoup d'incertitudes sur est-ce qu'on va pouvoir passer le bac par exemple, est-ce que l'épreuve du bac va pas être interrompue et devoir être reconduit à cause d'une secousse, et aussi le fait de pas savoir à quoi était due cette secousse, pourquoi est-ce que cela se produisait actuellement. D'autant que au niveau scientifique, on ne savait pas non plus exactement ce qui était en train de se passer. En fait, c'était une zone qui était assez peu étudiée à l'époque. Elle était assez peu instrumentée aussi. On avait très peu d'instruments sur place, de sismomètres par exemple pour enregistrer les séismes, ou de GPS pour l'étude de la déformation. Et comme je disais un petit peu avant, on savait pas. On n'avait pas bien caractérisé la géodynamique de la zone, donc on ne savait pas si c'était un point chaud, si c'était une frontière de plaques, et du coup, est-ce que ces séismes étaient entièrement tectoniques, liés à une faille active au large, ou est-ce qu'au contraire, on avait effectivement une activité volcanique qui se manifestait par ce biais-là. Il y a une question dans le chat. Oui, c'est lié à ce que tu disais là sur la faible, disons, instrumentation de la zone. Il y a GBI 79 qui aimerait savoir si ces forts séismes-là qui ont causé le traumatisme dont tu parles avaient été précédés par des essaims. Séismes dans les mois précédents. On est dans un cas d'essaim sismique et l'essaim a débuté lui-même en mai 2018. Là, en fait, je parle de l'essaim sismique. Donc c'est un essaim de fort séisme. C'est un essaim alors fort séisme modéré en fait, ouais. Parce que fort séisme ce serait plutôt magnitude 7, 8. Ah oui, en fait, pour donner une idée, un magnitude 5, ça peut vous décoller de votre lit quand vous êtes couché. Donc, mais juste de quelques millimètres, en fait. Ah. Donc c'est pas si fort que ça, mais c'est perturbant, mais on le sent bien, et c'est perturbant. Dans le cas où tu te places à la distance de la source qui correspond à dans le cas où tu te places à la distance qui correspond entre Fanny Mahorais et d'accord. Quand on est à quelques dizaines de kilomètres. Oui, parce qu'il y a une notion d'intensité, du coup, effectivement. Et là, on est arrivé à magnitude 5.9, donc à peu près 10 fois plus d'énergie que ça. Donc quand même, belle secousse, mais pas au point de voir les bâtiments s'effondrer, même si les bâtiments eux-mêmes n'étaient pas aux normes sismiques, parce qu'on est sur un territoire qui n'avait pas un risque sismique important, donc forcément les bâtiments n'étaient pas aux normes. Il y a eu des fissures, etc., mais il n'y a pas eu d'effondrement de bâtiments. Donc c'est quand même une crise sismique dans le sens où il y avait un nombre de séismes assez important qui ont été ressentis, mais ça n'a pas dépassé magnitude 6, contrairement à d'autres zones dans le monde qui vont beaucoup plus loin, à 7, 8, je pense au Japon par exemple, 9 aussi, Amérique du Sud, Indonésie, etc. Les zones de subduction en fait mais par contre, ça a été bouleversant sur place, parce que non compris, non expliqué, nouveau. Et que c'était compliqué donc du point de vue scientifique d'expliquer vraiment ce qui était en train de se passer. Donc
il a fallu prendre le temps en fait d'installer de nouvelles stations, de trouver une solution pour le réseau d'instrumentation, parce que l'activité était à l'est de l'île, et pour pouvoir bien la caractériser, il nous faut des stations qui soient suffisamment proches, mais aussi qui permettent d'entourer la zone suffisamment bien. Mais là, on est dans un cas où l'activité est dans une zone marine, et où la terre la plus proche, qui est Mayotte, est entièrement à l'ouest, en fait. Donc on peut pas entourer la zone en étant suffisamment proche de l'activité. Donc ça a été très compliqué pendant les premiers mois de trouver des solutions pour pouvoir mieux caractériser et déjà localiser précisément les séismes, et puis savoir exactement de quel type de séisme il s'agissait et avec quelle dynamique, enfin, quels sont les procédés qui étaient compatibles avec ces séismes-là aussi. Est-ce qu'on est sur une faille cisaillante, divergente, est-ce qu'on est sur autre chose, etc. Ça a pris plusieurs mois, et c'est vraiment avec l'apparition des données de déformation, l'interprétation des données de déformation qu'on a eu à partir de septembre 2018, qu'on a eu plus d'arguments pour l'hypothèse volcanique. Donc on a vraiment commencé à communiquer dessus. C'est une hypothèse qui était déjà considérée dès juin 2018, qui est apparue dans un communiqué de l'IPGP d'ailleurs, qui a été publié le 12 juin, si je me rappelle bien. Bref. Et mais on n'avait pas assez d'arguments pour mettre en avant cette hypothèse. Donc au début, ce qui a surtout été mis en avant dans les communiqués officiels et dans les médias, c'était la faille tectonique. C'est une explication quand même relativement peu satisfaisante, mais qui aurait pu fonctionner avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là. Je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, finalement, on est dans une démarche scientifique, entre guillemets, classique. Donc on a diverses hypothèses. On a diverses hypothèses. Et en bon scientifique, on va les tester. Voilà, c'est ça. On va les tester. Donc on va installer des instruments. Voilà. On va établir un protocole déjà pour être en mesure de les tester. Installer le dispositif technique qui permet de le faire. Ensuite récupérer les données, les interpréter et les discuter. Très très important. Les comparer aussi avec d'autres données. Et donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et les temps de la communauté scientifique sont assez importants. Mais en fait, dans le cas de cette crise sismique à Mayotte, les choses sont allées relativement, même très vite du côté de la communauté scientifique, parce qu'il y a eu quand même une mobilisation assez importante et des moyens assez importants qui ont été mis à disposition de la communauté scientifique assez rapidement pour pouvoir justement développer l'instrumentation et avancer les études et les recherches sur la région. Mais ça a quand même pris plusieurs mois. Et le volcan a été finalement découvert 1 an après le début des séismes. Donc c'est 1 an après le début des séismes, qu'on a eu la confirmation que c'était vraiment lié à la naissance d'un nouveau volcan et qu'on a pu communiquer l'information auprès des populations. Sauf que le contexte en fait socio-culturel de Mayotte est assez différent du contexte qu'on a ici en France en métropole, et en fait les canaux de communication sont pas forcément les mêmes, les modalités de communication sont un petit peu différentes. La plupart des scientifiques qui ont commencé à étudier cette activité sont venus en fait de la métropole. Il y avait assez peu d'institutions scientifiques des sciences de la Terre en particulier à Mayotte avant mai 2018. C'est encore un peu le cas. On avait une antenne du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, qui était présent sur place, dont les prérogatives à ce moment-là n'avaient rien à voir avec le volcanisme, puisqu'il n'y avait pas de volcanisme de mémoire humaine sur le territoire. Et à l'université de Mayotte, par exemple, il n'y avait pas de formation en sciences de la Terre. Donc assez peu de scientifiques spécialisés sur le volcanisme à Mayotte, voire pas du tout. Et du coup, donc les équipes qui sont venues étudier cette activité sont venues de l'extérieur, de la métropole, de la Réunion aussi, et sont venues avec leur culture, leur modalité de communication, qui sont le communiqué de presse, par exemple, les articles scientifiques qui sont publiés, les articles de vulgarisation aussi qui peuvent être publiés sur les sites web, par exemple. Aussi éventuellement des conférences un peu magistrales pour expliquer l'état des connaissances à l'université de Mayotte par exemple ou dans d'autres cadres. Et sauf qu'à Mayotte on est dans un contexte où on a un multilinguisme qui est important. On a 80% de la population qui parle shimaoré,
70-80%, à peu près un tiers qui parle kibushi, qui est un dialecte malgache, et à peu près la moitié qui ne maîtrise pas forcément très bien la langue française. C'est aussi une société qui est principalement orale. Il y a assez peu d'écrits traditionnellement. Il n'y a pas d'alphabet qui permet de transcrire le shimaori et le kibushi, qui sont des langues orales. Donc actuellement, il y a une association à Mayotte qui travaille justement sur la définition d'une transcription officielle de ces langues en alphabet latin. Jusque-là, elles étaient plutôt transcrites en alphabet arabe, mais principalement dans un contexte religieux, par exemple, pour les textes religieux, etc. C'est aussi des langues dans lesquelles on ne trouve pas forcément de vocabulaire adapté pour décrire les phénomènes dont nous, on parle en tant que scientifiques. Est-ce qu'il y a un mot en Fanny Maoré pour volcan, par exemple? En Fanny Maoré Désolé, excusez-moi. Non, il n'y en a pas, c'est sûr, ça. Excusez-moi. En malgache ou alors, en malgache, je ne sais pas, je parle vraiment pas bien le kibushi, je ne parle pas shimaoré non plus, mais je me suis intéressée un petit peu. Et le mot qui est utilisé principalement pour désigner le volcan en shimaoré, c'est Zara, qui est en fait un mot qui vient surtout des dialectes comoriens qui viennent plutôt de l'ouest, une grande Comore, et qui veut dire en grande Comore la coulée de lave. Voilà, mais pas le volcan lui-même. Et pour le séisme, c'est encore différent. On a plein de... Alors c'est Niki Mori de l'université de Mayotte qui a travaillé sur la question, qui est linguiste, qui travaille sur shimaoré et kibushi avec des étudiants de Mayotte notamment, et qui avait montré justement qu'on a plein de termes différents pour désigner le séisme en shimaoré, dont beaucoup d'emprunts au français, tremblement par exemple, tremblement de terre. Et du coup, ça montre qu'en fait, on n'a pas un terme qui désigne un concept, qui désigne le concept dans la langue. C'est des termes différents qui essayent de se rapprocher du concept, qui sont empruntés à d'autres langues. Et on a Njiji Miyo aussi, qui se réfère un peu plus qui est le sol qui bouge. Et certains font le parallèle avec un mot qui est très proche, qui veut dire vache ou zébu. Et on a effectivement un mythe qui vient de la tradition animiste locale, qui parle du zébu souterrain, mais qui est aussi le zébu qui définit un peu l'univers, qui constitue un peu l'univers, et qui, en bougeant son oreille, par exemple, fait trembler la surface sur laquelle on se trouve. Donc voilà, donc il y a plusieurs termes qui essayent d'approcher le concept dans la langue, mais il n'y en a pas un qui permet d'expliquer le phénomène. Donc c'est compliqué du coup dans la traduction si on veut traduire. Déjà les communications qu'on fait, elles sont en français, la plupart du temps, elles sont aussi souvent écrites. Et quand il s'agit de traduire ces communications sur place, ça pose des questions comme on dit, traduttore. En fait, on a du mal à approcher le discours scientifique dans la langue locale. C'est compliqué. Surtout que le discours scientifique est extrêmement spécifique, il va utiliser des termes très très particuliers. Très précis. Très précis. Oui. Alors, déjà en français, des fois, ça peut être compliqué de le vulgariser. Mais alors, dans une autre langue qui, en plus, a pas la même culture, en fait, c'est encore plus compliqué. Et en plus, là, on a plusieurs langues. Pas une autre langue, on a plusieurs langues, avec des traditions orales, c'est important. Et au sein des communautés, par exemple, vous avez suivi des écoles et des choses comme ça. Comment ça se diffuse au sein de la communauté, l'information sur le volcan? Vous pouvez en parler ou pas du tout? Alors, ça a mis beaucoup de temps à se diffuser. En fait, à l'époque où j'ai fait mes entretiens, j'ai commencé à faire les entretiens en 2020 et j'ai fini en 2024. Début 2024, fin 2023. Il y avait encore une partie des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter qui n'étaient pas au courant de la découverte du volcan au large. Et comme l'information déjà elle-même sur le volcan a mis du temps, plusieurs mois, voire un an à arriver dans la communauté scientifique, en fait, il y a d'autres explications qui ont commencé à circuler dans la population pour permettre d'expliquer ce qui était en train de se passer, en fait. Parce que un phénomène comme ça aussi inédit, aussi surprenant, il fallait quand même pouvoir mettre des mots dessus déjà et puis mettre quelque chose derrière.
Et donc, en l'absence d'une explication scientifique qui pouvait être comprise et qui pouvait paraître comme satisfaisante, il y a d'autres explications qui ont surgi. Donc, beaucoup se sont appuyés sur la religion, d'abord, parce qu'il y a effectivement des références. La majorité de Mayotte est musulmane. 90 ou 95% de la population est musulmane, il me semble. Et donc, dans le Coran, il y a effectivement des références aux phénomènes sismiques qui sont souvent présentés comme une manière pour Dieu de se manifester, donc soit de punir les personnes ou soit d'annoncer la fin du monde à venir. Donc ça, c'est des références qui étaient disponibles sur le territoire à ce moment-là, qui ont été aussi reprises par les gens pour s'expliquer mutuellement. Donc cette question de la fin du monde, elle est beaucoup revenue dans les témoignages. L'idée que en fait c'est un signe annonciateur de la fin du monde. La question de la punition divine aussi, comme il y a pas mal de la punition divine. Donc oui, j'ai effectivement des enfants qui m'ont parlé de ça, de la punition divine parce que par exemple on avait porté atteinte à l'environnement avec le plastique. Il y a effectivement des élèves qui m'ont parlé de ça, ou à cause de tensions entre différentes communautés, ou des choses comme ça. Une autre type d'explication, donc c'est le mythe animiste aussi, qui a pour les enfants, c'est beaucoup, enfin ils m'ont beaucoup parlé de leur grand-mère, qui leur ont rapporté cette histoire, cette explication. Qui est venu, donc qui leur a paru aussi un peu loufoque, un peu incompréhensible, mais qui avait le mérite d'exister en fait. C'est un peu comme ça qu'ils me l'ont présenté. Oui, c'est un peu bizarre cette histoire de vache enterrée qui fait secouer la terre, mais c'est une explication qui a le mérite d'exister dans un contexte où il n'y en a pas d'autre, et où peut-être l'autre explication qu'ils ont entendue, c'est l'explication de la fin du monde qui est hyper anxiogène. Donc voilà. Et ensuite, on a un troisième type d'explication qui a émergé plus tard, mais qui a pas mal circulé quand même sur l'île, qui sont plutôt d'ordre complotiste, qui permettaient en fait d'expliquer à la fois pourquoi il y avait des séismes, mais aussi pourquoi on n'avait pas d'informations sur le pourquoi il y avait des séismes. Voilà. Et puis ensuite, il y a une explication scientifique, mais qui n'a pas réussi à atteindre certains, même plusieurs années après, pour le coup. Ou certains aussi ont entendu cette explication. Mais du coup, elle venait comme une explication supplémentaire en plus d'autres qu'ils avaient entendues en fait. Et ce qui a posé problème en fait dans l'adhésion à cette explication, c'est le lien entre séisme et volcan qui n'était pas clair pour beaucoup. Donc parmi les enfants, on est à peu près la moitié qui ne croyaient pas, enfin qui n'adhéraient pas à l'explication du volcan des séismes parce qu'ils ne voyaient pas le lien entre séisme et volcan. Donc c'était une explication qui leur était parvenue comme toutes les autres, certaines qui leur paraissaient plus plausibles que d'autres qui leur paraissaient complètement loufoques. Et donc en fait le volcan, finalement c'est une explication loufoque comme les autres parce qu'on ne voit pas le lien. Voilà, donc je sais pas ce que je pourrais dire de plus sur ce sujet. Juste pour vérifier, Adrien, est-ce qu'il y a des questions? C'est calme. Donc, pour moi, il m'en reste plus qu'une de question. Ça fait 7 ans que la crise a eu lieu. Ça fait 5 ans que l'éruption s'est arrêtée. En quoi c'est pertinent de continuer à travailler sur l'activité volcanique autour de Mayotte? Petite question finale comme ça. Alors, depuis 2018, on a un réseau de surveillance qui nous permet d'apprendre continuellement sur le volcanisme sous-marin dans la zone. Ce réseau, il est constamment en évolution grâce aux dernières innovations techniques et aux résultats de la recherche scientifique. Parce que même si il y a plus de coulées de lave, on l'a vu depuis fin 2020, c'est une zone qui est encore active, avec de la sismicité parfois encore ressentie, plus faible qu'au début de l'éruption, bien sûr. On a aussi des zones d'émission de fluide. On l'a vu. Et puis, une éruption sous-marine de cette ampleur, ça va aussi avoir des impacts sur la chimie de l'eau, sur les écosystèmes. Donc, en plus de la géologie, c'est des choses qui ne sont pas encore entièrement comprises et donc qu'on continue à étudier. Donc, voilà, finalement, au-delà de la surveillance, Mayotte, c'est aujourd'hui un formidable
laboratoire naturel, terrain de recherche qui nous permet de mieux comprendre les processus volcaniques sous-marins profonds dans l'archipel des Comores, mais aussi à l'échelle globale. Parce que voilà, on a eu la chance unique au large de Mayotte d'assister quasiment en direct en fait à la naissance d'un volcan sous-marin et de documenter la plus importante éruption depuis l'éruption du Laki en 1783. On aime bien le redire. Malgré tout, ce type d'éruption, ça reste quand même extrêmement difficile à documenter, même si le volcanisme sous-marin, tu l'as dit Nathan, représente près des 3/4 du volcanisme sur Terre. Et puis, au-delà de... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui sont autant suivies que celle de Mayotte, ou c'est quelque chose d'assez rare pour le volcanisme sous-marin? Il y a l'Axial Seamount sur lequel il y a un observatoire sous-marin. Je crois que ça a été le premier observatoire sous-marin au monde. L'Axial Seamount, il y en a un deuxième, je crois. Et c'est où ça, Louise, l'Axial Seamount? Pacifique Nord-Est. Ouais, États-Unis. Il y en a un pas loin des Açores, il me semble aussi. Je sais pas s'il a été vraiment mis en place. Enfin, j'en avais entendu parler quand il commençait à parler de la mise en place du truc, mais je sais pas jusqu'où c'est allé par contre. Oui, et puis il me semble qu'il n'est pas câblé Non, il est pas comme câblé, les Axial Seamount. Effectivement, ouais. Donc si on arrive à mettre ça en place sur Mayotte, ce sera le deuxième niveau mondial, j'ai bien compris. Je confirme. Ce serait une grosse innovation technologique, ça c'est sûr. Et puis, au-delà de la dynamique géologique, ça soulève aussi une éruption comme ça soulève des questions fondamentales sur les origines de la vie, comme on l'a vu dans le chapitre 3 du MOOC, et puis dans le live précédent, et puis aussi d'autres questions sur le fonctionnement profond de notre planète. Donc, il y a encore beaucoup de questions à répondre. Voilà, finalement, le volcanisme sous-marin, étudier une éruption sous-marine, un objet sous-marin, c'est une aventure scientifique et rare, humaine et sociale, humaine et tout ça. C'est passionnant, c'est mystérieux, et puis c'est aussi plein d'enseignements pour aujourd'hui et puis pour demain. Voilà. Bien, des questions? Tout est calme. Ah oui, une question de Gibini79. Est-ce qu'on peut surveiller le gonflement du volcan pour prévoir une éventuelle éruption? C'est quelque chose qui avait déjà été fait sur certains volcans terrestres. Donc là, j'imagine que ça se concerne spécifiquement les volcans marins. Alors, on peut peut-être mentionner ici que donc, nous, on s'intéresse surtout à certains aspects scientifiques de cette activité sismo-volcanique à Mayotte. On va peut-être organiser un autre live qui s'intéressera plus précisément au côté surveillance avec des interlocuteurs dédiés et spécialistes de ces questions-là. Donc notamment la surveillance de la déformation. Donc je sais que c'est quelque chose qui se fait notamment sur les volcans terrestres avec un réseau de GPS par exemple ou avec l'imagerie satellite. Mais nous on n'est pas... Enfin, à Mayotte c'est plus compliqué parce que c'est sous-marin. Donc je renvoie peut-être la personne qui pose cette question au prochain live avec les personnes pertinentes et compétentes sur le sujet. Merci beaucoup. Et si une telle éruption, du coup j'imagine aussi la série d'événements sismiques qui vient avec, devait se reproduire, quelles leçons ont été tirées de la situation de Mayotte? Et j'imagine que ça concerne particulièrement la prévention pour la population. La prévention par la population. Le principal, d'un point de vue social en tout cas, le principal sujet sur lequel l'activité sismo-volcanique à Mayotte a attiré l'attention, c'est la question justement de l'information scientifique en contexte multiculturel. Donc comme le contexte de Mayotte, multilinguiste, etc. Mais de façon plus générale, cette question de l'information scientifique, en fait, elle est centrale pour la prévention des risques, éventuellement aussi pour la gestion de crise, mais juste tout simplement pour parler d'un sujet, d'un objet qui est étudié scientifiquement en dehors de la communauté des gens qui l'étudient. Déjà rien que ça, c'est déjà un sujet qui pose problème aujourd'hui de façon générale. C'est la vulgarisation de l'information sur les connaissances scientifiques qui sont produites au sein de la communauté et qui ont parfois du mal à sortir de cette communauté. Et c'est le cas en ce qui concerne l'activité des sujets volcaniques, c'est le cas aussi pour plein d'autres sujets
ce qui concerne les sciences sociales, par exemple, l'agronomie, etc. Enfin, c'est pour moi, et bon, je parle de ce sujet-là parce que c'est mon biais personnel, c'est aussi ce sur quoi je travaille, ce qui m'intéresse. Mais pour moi, c'est une des principales conclusions en fait qu'on a à tirer du cas de Mayotte, c'est que cette question est centrale, pas seulement dans le contexte de gestion des risques, mais de façon un peu plus générale, et qu'il faut qu'on commence sérieusement à travailler dessus. Et du coup, là, c'est plus une question personnelle, mais est-ce que je pense que ça va avoir, enfin, que il y a quand même de plus en plus de discours qui remettent en cause le discours scientifique, et qui, notamment parce qu'il y a certaines crises qui sont mal gérées, de la communication qui est mal faite, et aussi des décisions politiques qui sont pas forcément en accord avec les problématiques scientifiques. Est-ce que je pense que le cas de Mayotte, ça va nous aider à mieux comprendre ça et à mieux... Je pense que le discours scientifique n'est pas non plus à prendre de façon dogmatique, en fait. Le discours politique a aussi un intérêt. L'information politique, la prise de décision politique se fait dans un contexte avec des contraintes qui n'existent pas au sein de la communauté scientifique. Et ce qui serait intéressant, justement, c'est de mieux connaître les différents discours qui circulent, d'arriver à les faire dialoguer, à les articuler, et à se mettre à la place des autres acteurs avec qui on collabore. Peut-être que ça se passerait mieux comme ça. Merci. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc, c'était la fin. Un grand merci à nos deux intervenantes, Valentine et Louise, pour toutes ces discussions, pour ces réponses tout à fait enrichissantes sur ce sujet. Je voudrais aussi faire un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live, mais également toutes les personnes qui sont intervenues dans le chat et qui ont posé des questions. Merci à vous. Pour ceux qui sont apprenants pour le MOOC, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer dans les discussions du MOOC. Pour les autres, le MOOC ne reçoit plus d'inscription, donc je suis désolé. Mais il y aura de nouveaux lives et un live logiquement prévu sur Mayotte et sur volcanisme prochainement. Donc vous pourrez revenir sur sa surveillance. Sur sa surveillance. Vous pourrez revenir à ce moment-là pour poser toutes vos questions. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique, nos deux modérateurs, l'ensemble de l'équipe du MOOC pour vous. C'est déjà pas mal. Magnifique aventure. C'est ça. C'était la 3e session de notre MOOC, notre planète, qui aujourd'hui elle touche à sa fin. Et c'était le dernier live Twitch lié au MOOC, donc voilà, c'est quand même une étape que nous passons, mais ce n'est pas la fin de la chaîne officielle IPGP ou IPGP officielle, qui va revenir en septembre avec un tout nouveau programme que nous serons ravis de découvrir. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines émissions sur la chaîne Twitch de l'IPGP. De même, si vous voyez la rediffusion sur YouTube, vous pouvez aussi vous inscrire et vous abonner à la chaîne YouTube. Allez. Ça, c'est fait aussi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner.